Bonsoir à tous et bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un amoureux du sport local. C'est parti pour le sommaire de ce magazine. Volleyball, le club de Conflans-Andrézy-Jouy a réalisé une belle opération ce week-end dans le championnat élite en gagnant contre Charenton sur son terrain. Le score 3-7-0, reportage à suivre. JO 2024, le président de Paris 2024, Tony Estanguet, était ce mercredi au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Il est venu rencontrer des jeunes à l'occasion de la semaine olympique. Les détails dans cette émission. Cyclisme sur piste, nous recevrons dans quelques instants l'ancien pistard de l'équipe de France, François Pervy. Le sportif 7 fois champion du monde qui habite aujourd'hui le Mesnil-Saint-Denis va participer aux Jeux paralympiques en tandem avec un malvoyant. Interview à suivre. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV78. On commence tout de suite par du volleyball. Ce dimanche, le club de Conflans-Andrézy-Jouy recevait Charenton pour le compte de la 7e journée du championnat élite. Et les Yvelinois l'ont emporté assez facilement 3-7-0. Les détails dans ce reportage, des images de Célia Gatsongo à un montage de Xavier Jalin. Un match à enjeu à Conflans-Sainte-Honorine. Ce dimanche 7 février, le club local, le CAJ Volleyball, recevait Charenton dans le championnat élite. Les joueurs de Michel Huneau ont largement dominé la partie. Dans le premier set, les Blancs l'emportent 25-20. Ils ne feront pas de détails dans les deux sets suivants, 25-15 et 25-18. Score final 3-7-0. Je pense qu'on était peut-être un petit peu mieux préparés. Puis eux, ils ont joué aussi hier soir un match en retard. Vous savez, avec les problèmes de Covid, on essaye de caler un peu les matchs en retard un peu comme on peut. Donc je pense qu'ils étaient aussi très émoussés. Nous, entre guillemets, c'était pas notre problème. Il fallait qu'on fasse notre match, qu'on soit concentré sur ce qu'on avait à faire et on l'a très très bien fait ce soir. Au classement, le club de Conflans-Andrézy-Jouy remonte dans le top 5 du championnat élite à 7 points du podium. L'équipe affiche un bilan de 4 matchs gagnés et 5 perdus. Un peu grâce à cette victoire, maintenant, comme je disais, on va pouvoir vraiment regarder en haut et arrêter de regarder en bas du classement. Donc pour nous, c'est un peu une bouffée d'air et c'est aussi porteur d'un très très bon espoir pour la suite. Nos objectifs est jouer le haut de tableau. Voilà, c'était ça en début de saison. On n'a pas très bien géré la situation sanitaire et puis après, comme je vous l'ai dit, de perdre des matchs, ça fait qu'on est un petit peu en difficulté, on doute, donc il a fallu relancer les joueurs et donc on essaie d'être dans les 3-4 premiers, ce qui est un petit peu plus en conforme à notre volonté, on va dire. Prochain match pour le CAJVB ce samedi 13 février à 19h. Les Yvelinois se déplaceront sur le terrain de Arnes pour le compte de la 14e journée du championnat élite. Un mot de la Coupe de France de football. Ce lundi, on aurait dû vous parler du match de Conflans contre Saint-Brice pour le compte du 7e tour de la compétition. Mais les Conflanais n'ont pas pu jouer ce match. La raison, ils ont perdu sur tapis vert contre Vitry malgré leur victoire 2-0 dimanche dernier. Les joueurs de Karl Priso ont aligné un joueur suspendu lors de cette rencontre, ce qui est évidemment interdit. L'annonce est tombée dans la semaine. On écoute la réaction de l'entraîneur Karl Priso. Il y a de la tristesse, il y a de la colère. En ce qui me concerne, moi, c'est de la tristesse. Si vous voulez, j'ai une contagion émotionnelle de mes joueurs. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine de joueurs qui sont pas bien. Donc, je prends leur émotion et puis plus la mienne ajoutée, plus celle des supporters, du club. Enfin, ça, c'est difficile. Ouais. Le club est meurtri et c'est peu de le dire. Pour la petite histoire, Vitry a perdu son match 4-0 à domicile contre Saint-Brice et sort donc de cette Coupe de France. On prend maintenant la direction du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Ce mercredi, Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, est venu à la rencontre des jeunes dans le cadre de la semaine olympique. Des images de Bichente Merian Santisteban. L'ancien champion de canoë Tony Estanguet s'est mis au cyclisme le temps d'un après-midi. Le président du comité d'organisation de Paris 2024 était ce mercredi 3 février au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Son objectif, promouvoir le site retenu pour les JO auprès des jeunes dans le cadre de la semaine olympique. On est ravis de pouvoir partager ce moment avec la génération 2024. C'est tellement important, au-delà des compétitions, d'engager, d'entraîner avec nous cette génération, de leur donner envie de découvrir ces sports, de leur donner envie de découvrir aussi des athlètes. Et voilà, donc moi je remercie toutes celles et ceux qui ont permis cette opération, cette semaine olympique et paralympique à l'école, parce que cette semaine, on va mobiliser 500 000 enfants qui, un peu partout sur le territoire, vont être mieux sensibilisés à l'importance de la pratique sportive. Cette semaine olympique a été lancée à l'initiative de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Cet après-midi, une centaine de lycéens de Saint-Quentin en Yvelines a pu tester le VTT et le BMX avec le triple médaillé d'or au JO.
Ça fait plaisir de voir sur quoi les futurs athlètes ils vont travailler, etc. Franchement, ça fait plaisir de voir un athlète de niveau. Ça m'a donné envie de voir les JO, de voir le BMX JO. Il faut quand même resituer ça dans un contexte historique. Les Jeux en France, c'est une fois tous les 100 ans, si on regarde derrière nous, et qu'on puisse associer le plus possible la jeunesse à l'engouement que ça va provoquer autour du sport. C'est à mon avis ce qu'il ne faut absolument pas manquer dans l'approche de ces Jeux Olympiques de 2024. La semaine olympique s'est terminée ce vendredi sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines avec la découverte de la colline d'Elancourt. Le site recevra les épreuves de VTT en 2024. Le golf national de Saint-Quentin en Yvelines a également participé à cette semaine olympique et paralympique. Ce mardi 2 février, les enfants étaient reçus pour découvrir le golf au programme des activités ludiques et la découverte du site. Un reportage de Bichente Merian Santisteban. Dans le cadre de la semaine olympique et paralympique, le CREPS Île-de-France organisait cette semaine des activités pour les classes de primaire. Ce mardi 2 février, c'était découverte du golf au golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Première activité qu'on a fait, on devait tirer des boulets avec les balles. Voilà. Et là, deuxième, on apprend des petits secrets pour tirer mieux dans le trou. C'est la première fois que je fais du golf et même si j'arrive pas à faire très bien, j'ai progressé quand même. En plus des différents jeux ludiques, une visite du 18 trous qui a accueilli la Ryder Cup 2018 et site olympique de Paris 2024. Les jeunes sont les golfeurs de demain. On a maintenant l'échange jusqu'aux Jeux Olympiques pour préparer, pour les sensibiliser, pour leur montrer que sur la commune de Saint-Quentin en Yvelines, il y a un magnifique outil sur lequel ils pourront, j'espère un jour, voire demain, pratiquer le golf. Donc c'était très bien de les accueillir. Comme parrain de cette semaine olympique et paralympique, le jeune Akaroa Vallée, 16 ans, connu pour son combat pour l'insertion professionnelle des diabétiques, il intervient auprès des jeunes pour les sensibiliser sur la thématique du sport santé. À chaque classe, j'essaye de les sensibiliser par rapport à cette maladie. Donc moi-même, je suis diabétique de type 1 depuis 4 ans maintenant. Et donc je les sensibilise par rapport à cette maladie, à la gestion de cette maladie au niveau du sport et au bienfait du sport pour les personnes diabétiques, mais aussi non diabétiques parce que ça permet un vrai équilibre au niveau du fonctionnement du corps. Au total, ce sont plusieurs centaines d'élèves répartis tout au long de la semaine pour cette découverte sur le green du golf national. On continue à parler des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais cette fois-ci de 2021, ceux de Tokyo. François Pervis, cette fois champion du monde sur piste, s'est lancé un nouveau défi. Le sportif du Ménil-Saint-Denis veut participer aux Jeux Paralympiques au Japon. Il participera à des épreuves sur piste en tandem avec Raphaël Beaugillet, un malvoyant. Pour nous parler de ce projet, nous recevons sur ce plateau François Pervis. Bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure, François ? Tout simplement parce que j'avais besoin de nouveaux défis et puis c'est un défi aussi qu'on est venu me proposer. Donc après une toute petite réflexion, j'ai tout de suite accepté parce que c'est vraiment un beau défi d'accompagner un malvoyant pour aller tenter de décrocher une médaille paralympique aux Jeux de Tokyo. Vous étiez imaginé peut-être faire ça dans votre carrière ou pas du tout ? Absolument pas. Quand on est chez les valides, on va dire, on est vraiment focus sur nos objectifs. Et non, je me suis jamais douté que j'allais faire ça pour finir ma carrière. Alors comment ça s'est passé ? C'est Raphaël Beaugillet qui est venu vers vous ou c'est l'inverse ? Ça s'est passé comment en fait ? Expliquez-nous. Ou la Fédé peut-être ? Alors, à la base, c'est la FFC, la Fédération Française de Cyclisme, qui a annoncé très tôt qu'elle ne comptait plus sur moi pour les Jeux valides de Tokyo. Donc tout de suite, la Fédération Française de Handisport est venue me contacter et puis est venue me présenter le projet. Et pour répondre à la question, c'est la FFH, Fédération Française de Handisport, qui est venue me contacter et qui m'a proposé ce projet-là. Et vous avez signé tout de suite ? Quasiment tout de suite, ouais. Et ces Jeux au Japon, c'est d'autant plus peut-être important pour vous ? Vous vouliez absolument y participer ? On sait que vous adorez ce pays notamment, vous y alliez pendant de nombreux mois, des fois pour vous entraîner ? Oui, j'y suis allé pendant 6 ans. Tous les ans, pendant 6 ans, 4 à 5 mois tous les ans. Je prends actuellement des cours de japonais. Ma fille a un nom japonais. Donc je suis très très japonais. C'est vraiment une passion pour moi. Là-bas, j'ai découvert une culture, un pays vraiment incroyable.
J'ai été marqué aussi, j'ai vécu l'avant Fukushima, l'après Fukushima. Donc j'ai vraiment été marqué par ce pays-là. Il m'a vraiment aidé à me recentrer sur moi et à prendre confiance en moi. Et donc avant d'y aller, j'étais jamais champion du monde. Et en allant là-bas tous les ans, quand je revenais de mon stage là-bas, ça m'aidait à devenir champion du monde. Donc c'est vraiment un pays qui compte énormément pour moi. Et si je pouvais finir ma carrière sur une médaille paralympique là-bas, ce serait tout simplement la plus belle des fins de carrière que je puisse espérer. Alors justement, pour avoir cette médaille olympique, comment ça se passe? Expliquez-nous. Est-ce que vous vous entraînez tous les jours, régulièrement? Expliquez-nous. Alors, moi personnellement déjà, comme mon binôme, Raphaël, on s'entraîne 2 fois par jour, 6 jours sur 7. Chacun de notre côté, et par exemple tous les vendredis, samedis, on se rejoint au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, et là on fait des entraînements en commun tous les deux pour améliorer notre coordination et pour pouvoir s'habituer à forcer ensemble, parce que c'est beaucoup de coordination, ça s'acquiert pas aussi facilement que ça. Donc on se voit 2 fois par semaine, surtout le week-end, et ensuite on part en stage, on commence à faire pas mal de stages, donc là on se voit tous les jours, 2 fois par jour pendant une semaine, et donc ça nous fait du bien à notre progression, et les chronos tombent, et ça c'est vraiment bon. Et le Vélodrome, justement, c'est le lieu idéal pour progresser, peut-être? Oui, c'est le Vélodrome oui. de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous, notre Vélodrome à Saint-Quentin, pour nous, c'est notre bijou, quoi. On l'a attendu pendant des décennies. Donc maintenant, on a vraiment le plus beau Vélodrome de France. On a vraiment beaucoup de chance de l'avoir. Et c'est vraiment un très bel outil qui nous aide à bien s'entraîner dans des très bonnes conditions d'entraînement pour pouvoir aller chercher des médailles pour la France aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques. Et paralympiques. Alors vous vous entraînez avec Raphaël du coup depuis début d'année 2020, c'est bien ça? Oui, on s'est vu la première fois. Et c'était prévu que vous participez aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020, on est d'accord? Voilà, au début, quand tout ça a été validé, que j'ai annoncé avec la FFH notre défi, c'était en février 2020. Donc à l'époque, les Jeux n'étaient pas repoussés encore, et on allait rentrer dans notre premier confinement. Donc ça ne nous a pas empêché de nous entraîner très fort, parce qu'on a eu du matériel à domicile pour pouvoir continuer à s'entraîner 2 fois par jour. Donc Raphaël a très bien progressé de son côté, et on s'est retrouvé à la fin du confinement pour commencer à travailler notre coordination. Et maintenant, la coordination, de toute façon, on la travaille à chaque entraînement, mais maintenant on travaille vraiment sur le physique tous les deux ensemble, et on progresse très bien, et c'est super excitant. Et ça vous a aidé justement ce déplacement des JO de 2020 à 2021 à cause du Covid-19? Ça nous a énormément aidé, et ça nous aide encore, puisque à l'époque, il y a 1 an tout à peine, on avait 6 mois devant nous. 6 mois devant nous. Mon coéquipier, c'est quelqu'un qui vient de la route, donc c'était avant tout un coureur endurant. Et il fallait le transformer, le switcher en mode sprinter. Plus d'explosivité, plus de force, voilà, il faut beaucoup de force, beaucoup d'explosivité, beaucoup de résistance au lactique et de la puissance. Et donc quand on est routier de base, ça on n'en a pas trop. Mais lui, il a des très bonnes qualités, et donc depuis 1 an maintenant, il ne fait que du sprint, que de la musculation. Il a appris à s'entraîner en musculation. Maintenant, il fait de la musculation tous les 2 jours. Il fait des sprints tous les jours. Donc il a pris beaucoup de force, beaucoup de puissance et d'explosivité, et donc il progresse bien. Et c'est pour ça que nous, à l'époque, on avait 6 mois. Maintenant, on a eu 18 mois après, quand ils ont repoussé d'1 an. Donc c'est pour ça que nous, ce report-là, c'est vraiment une aubaine pour nous, parce qu'on progresse, surtout Raphaël progresse très, très bien de son côté. Ouais. Et qu'est-ce qui change finalement sur le vélo? Enfin, vous n'étiez pas habitué à ça, à courir avec quelqu'un forcément tout le temps. Qu'est-ce qui change finalement? Il faut peut-être plus de communication, peut-être? Alors c'est compliqué de parler, justement. Alors, effectivement, c'est un peu compliqué de parler dans l'effort, mais on se parle surtout au moment de lancer le sprint. C'est-à-dire que déjà, dans les box, au milieu de la piste, avant de monter en piste, on détaille le sprint. On essaye de faire de l'imagerie mentale. Donc on visualise dans notre tête comment on va l'approche du sprint, où est-ce qu'on va déclencher le sprint, où est-ce qu'on va se mettre à 100%, on se met debout, on se rassoit. Donc après ça, une fois qu'on est sur le vélo, là on se parle aussi encore un petit peu, toujours sur cette phase de lancement, pour lancer le sprint. Et par exemple, tout simplement, je dis attention, hop, je l'avertis qu'on va bientôt se mettre debout. Et puis quand on se rassoit, tout simplement, je dis hop, et on se rassoit. C'est vraiment pour être vraiment bien coordonné. Et Raphaël m'a dit que à terme, on n'aura même plus besoin de se parler, parce qu'il va apprendre
à me connaître dans mon ressenti à moi, et il va vraiment calquer ses gestes par rapport aux miens. Et il m'a dit qu'à la fin, on n'allait même plus du tout se parler, ça va être inné. D'accord. Sur quoi vous devez encore peut-être travailler pour avoir cette médaille olympique ? Alors là, on a encore beaucoup de travail, mais surtout sur le physique. Alors moi, à mon âge, il faut que je maintienne mon niveau. 36 ans, c'est ça, J'ai 36 ans, ouais. Je vais avoir 37 ans à la fin de l'année. Donc pour un sprinter, c'est relativement vieux. Par contre, Raphaël, il a encore une très très bonne marge de progression. Donc il faut vraiment qu'il travaille très dur son physique et puis aussi son mental, parce que ça compte énormément dans le cyclisme sur piste. Et aussi... Raphaël a quel âge ? Raphaël a 30 ans. 30 ans, un peu plus jeune que vous. Voilà, un peu plus jeune. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter tout simplement pour ces prochains mois et cette échéance olympique ? Alors pour ces prochains mois, pas de confinement, pas de nouveau confinement, mais on le souhaite aussi pour tout le monde, hein, pour toute la population. Et surtout, pas de pépins physiques, pas de chute, pas de... Voilà. Et puis tout simplement continuer à évoluer comme ça. Et pour les Jeux, tout simplement une médaille d'or, que je puisse finir ma carrière avec Raphaël sur médaille d'or. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup François Pervy, merci d'être venu sur ce plateau. On vous souhaite une bonne préparation pour ces Jeux paralympiques et surtout un titre sur ces Jeux paralympiques à Tokyo. La course est programmée normalement le 29 août à Tokyo, c'est bien ça, hein, c'est bien ça. Pas. Oui. François Pervy, vous ne serez pas le seul Yvelinois à participer à ces Jeux de Tokyo cette année. Meryl Lockett, joueur de para-badminton, quintuple champion de France et numéro 5 mondial, devrait également participer à ce rendez-vous. Portrait de ce sportif originaire d'Andrézy par Bichente Merian Santisteban. C'était un entraînement plus en détente que d'habitude pour Meryl Lockett. Le jeune badiste de 23 ans a appris récemment qu'il devrait participer aux prochains Jeux paralympiques à Tokyo. C'est l'aboutissement d'un entraînement. C'est 4 ans de préparation, c'est du stress, c'est long. Et puis c'est le Graal, quoi. C'est le Graal des compétitions. Et puis on représente son pays à l'international. Pour moi, il n'y a pas mieux. Plus jeune, le désormais quintuple champion de France ne s'était pas destiné au badminton. Il a longtemps pratiqué le judo, avec pour idole un certain Teddy Riner. Je me disais, là, les sports de combat, il n'y a pas plus dur comme entraînement. Et j'ai découvert les entraînements de bad et je suis sorti épuisé. Et là, j'ai fait, ah ouais, parce que moi je fais du sport pour le surpassement. Pour sa préparation, Meryl bénéficie du soutien de la ville d'Andrézy. En plus de la mise à disposition d'infrastructures pour l'entraînement, elle lui a accordé une bourse exceptionnelle. Avec en plus le retard de ces Jeux d'une année, on a voulu vraiment donner un gros coup de pouce pour sa préparation, pour pas qu'il soit démoralisé. Tout aide est bon à prendre et quand ça vient d'une ville de là où on a vécu toute notre vie, ça fait encore plus plaisir. Objectif médaille à Tokyo pour l'actuel 5e mondial, et dans un petit coin de sa tête plane le rêve de remporter les Jeux paralympiques de Paris en 2024. On retourne au golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines, non pas pour parler des Jeux Olympiques, mais de l'Open de France 2021. Les dates ont été officiellement confirmées par le Tour européen la semaine dernière. Le rendez-vous sera organisé début mai sur le golfe saint-quentinois. Les détails dans ce reportage, un montage de Lucas Houdard. La nouvelle est tombée ce lundi 1er février. Le Tour européen et la Fédération française de golf ont annoncé la tenue de l'Open de France 2021. Le rendez-vous avait été annulé en 2020 suite à l'épidémie de Covid-19. De la joie, voilà, tout simplement. Je pense que c'est une vraie très bonne nouvelle, on va dire, de recevoir de nouveau, de voir sur le calendrier l'European Tour, l'Open de France apparaître. C'est une vraie bonne nouvelle à la fois pour les licenciés, à la fois pour les collaborateurs du golf national, parce que voilà, ça va redonner un objectif commun de travail et de préparation pour cet événement, qui est un beau tournoi et qui est un tournoi qui est vraiment apprécié et adoré des joueurs du Tour. Cette 104e édition sera organisée du 6 au 9 mai à Saint-Quentin-en-Yvelines. Le rendez-vous connaît donc un changement de date. Le dernier Open de France avait été organisé en 2019 en octobre dans des conditions automnales. Cette fois-ci, les joueurs connaîtront une météo printanière. Les dates, elles sont bonnes, hein. C'est le mois de mai. Mois de mai, on est en région parisienne. On sait que ça peut être tout formidable ou peut-être un petit peu moins, mais c'est vrai que c'est une bonne date pour nous, hein, globalement. Ça arrive un petit peu tôt dans la saison, mais on a un parcours qui a bénéficié d'opérations de préparation de la Ryder Cup qui font que le parcours sera prêt et on fera tout pour que le parcours soit prêt au mois de mai, oui. Les dates devraient également attirer les meilleurs golfeurs français. Le numéro 1 tricolore Victor Pérez, 34e mondial, a déjà annoncé sa venue.
Pour nous, l'Open de France, déjà, si on réussit à avoir les meilleurs joueurs français qui, comme Victor Pérez, sont parmi les joueurs mondiaux, déjà, c'est réussi. Et c'est vrai que pour nous, avoir un plateau de joueurs français sur l'Open de France, c'est une excellente nouvelle, une belle chose pour nous. Seul inconnu désormais la présence ou non du public sur cet événement. À l'heure actuelle, aucun spectateur ne devrait être présent au Golf National. Si l'Open de France se jouera au mois de mai, il n'est pas certain de revoir du sport en intérieur à cette date. Depuis le début de la saison, les clubs ont joué très peu de matchs et ils ne voient pas encore le bout du tunnel. Pour nous parler de ces sports en intérieur, nous recevons sur ce plateau Patrick Chiab, ancien président du comité des Yvelines de handball et aujourd'hui fondateur de l'association Sports Event 78. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous avons également avec nous par écran interposé Philippe Pham, le président du club de basket de l'Entente Le Chesnay-Versailles. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment analysez-vous la situation pour les sports en intérieur ? Philippe Pham, peut-être. Écoutez, la saison avait bien démarré puisqu'elle avait démarré sur le même rythme que la saison précédente alors qu'on ne connaissait pas encore l'arrivée du Covid. Et puis malheureusement, mi-octobre, tout s'est arrêté, c'est-à-dire que en ce qui concerne les clubs qui étaient en championnat de France, comme le nôtre, National 2 féminine et National 3 masculine, on a pu disputer 3-4 matchs. Et puis mi-octobre, malheureusement, la décision est arrivée que l'épidémie reprenait le dessus et qu'il fallait stopper. Et depuis mi-octobre, hélas, en ce qui concerne les seniors, donc les amateurs seniors, rien n'a pu se libérer. Donc ils sont toujours bloqués au même niveau. Et puis en ce qui concerne les jeunes, on a pu reprendre un petit peu à partir de mi-décembre. Mais à nouveau, nous sommes totalement paralysés puisqu'hélas, il a été décidé de fermer tous les gymnases, c'est-à-dire toutes les salles indoor, compte tenu de la recrudescence de l'épidémie ces derniers temps. Patrick Chiab, est-ce que c'est dur pour les joueurs en ce moment, particulièrement ? Oui, parce qu'on voit que depuis, il y a beaucoup d'activités, notamment les sports collectifs, qui sont à l'arrêt depuis la reprise de la saison. Et effectivement, puis en plus, il y a des conséquences derrière, parce que quand on a affaire à des professionnels, donc ils sont astreints à s'entraîner régulièrement, pas forcément dans les bonnes conditions, mais quand on aborde le sport amateur, même en championnat de France, il faut avoir le mental pour aller s'entraîner et puis rester en forme. Je vois l'équipe de handball de Montigny, par exemple, ils n'ont pas fait un seul match. Et zéro match, justement, depuis le début de la saison. Donc, et c'est général à la région parisienne. Donc c'est vrai pour le handball, mais c'est vrai aussi pour les autres sports, quoi. Philippe Pham, chez vous aussi, c'est compliqué, les joueurs commencent à tourner un peu en rond ? Ah oui, c'est très compliqué. C'est encore plus compliqué pour les seniors que pour les jeunes, puisque les jeunes, même si aujourd'hui ils ont pu reprendre, ils ne pouvaient pas reprendre dans les conditions normales, puisque il était interdit d'être, je dirais, en opposition, c'est-à-dire de pouvoir se toucher entre guillemets. Donc c'était essentiellement de l'entraînement physique individuel, même si c'est en groupe. Par contre, pour les seniors, depuis mi-octobre, c'est blackout, et on sait très bien que un athlète amateur ne peut pas s'entraîner comme un athlète professionnel. Il a une activité où il se forme, et dans ces conditions, malheureusement, depuis maintenant 3 mois, toute activité a cessé, sinon des activités à titre individuel. Alors nous, on essaie bien au travers de la visio de créer de l'émulation collective au travers d'entraînements qui permettent effectivement de conserver un côté collectif, mais sur le plan à la fois du sport collectif et puis sur le plan de l'effet de groupe, bien entendu, nous avons perdu énormément. Comment imaginez-vous la suite de la saison, peut-être, Patrick Chiab ? Est-ce qu'on parle de saison blanche ? Est-ce que ça sera le cas ou pas ? En tout cas, en handball, est-ce que vous avez des infos ? Alors, des infos, j'ai déjà lu que les 3 sports collectifs, donc basket, hand et volley, allaient faire un communiqué prochainement sur l'arrêt de la saison. Je ne sais pas où ça en est, mais visiblement, ça ne peut déboucher que là-dessus, sur une saison blanche. C'est-à-dire, la saison sportive, quand on a fait 0 match, on ne peut pas se permettre il est impossible de faire un calendrier, c'est trop tard. Philippe Pham, est-ce qu'il y a peut-être une deadline, une date limite pour reprendre les matchs, tout simplement ?
Oui, il y a plusieurs scénarios qui ont été travaillés justement de manière un peu collective par les fédérations à la fois de basket, de handball et donc de sport en intérieur. Il fallait de toute façon que toutes les fédérations aient défini un calendrier éventuellement figé au 31 décembre, puisque c'est la règle, c'est la loi entre guillemets. Et dans ce cadre-là, plusieurs hypothèses ont été prises. On poursuit le championnat normalement, on le poursuit à moitié ou on le poursuit pas du tout. Et déjà, le championnat en totalité, c'est fini. La pandémie qui se poursuit fait qu'aujourd'hui, effectivement, il va être de plus en plus difficile de maintenir un championnat, même, je dirais, à mi-chemin. Et comme l'a dit Patrick Chéab, les ligues et les comités départementaux de ces différents sports intérieurs ont été sollicités. Et là, en ce moment, et je parle du basket parce que pour les autres sports, je ne suis pas au courant, les clubs fédéraux en championnat de France sont en train d'être, je dirais, questionné. J'ai moi-même répondu au nom de mon club par rapport au championnat de France, mais aussi au championnat en région et en département. Et il est probable que si nous ne pouvons pas reprendre très très rapidement, et a priori ça ne sera pas le cas, on va vers, je dirais, l'arrêt des championnats tels qu'ils étaient programmés, avec certainement le fait de pouvoir déjà préparer la saison suivante en mettant en place des championnats alternatifs, mais sans enjeu, puisqu'évidemment, là, il ne sera pas question ni de montée, ni de descente, ni de titre. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Désolé, Patrick Chéab, je sais que vous vouliez rajouter quelque chose, mais malheureusement, le temps de l'émission ne nous le permet pas. Merci à tous les deux, en tout cas, de votre participation. C'est donc déjà la fin de cette émission. On se retrouve bientôt pour un nouveau magazine. Très belle soirée sur TV 78.